Philippe, c'est bon, on peut commencer? Oui, Philippe, j'ouvre le, commencer? je fais le nécessaire au point de vue de la mise en œuvre du document. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, chers participantes, bienvenue dans ce nouveau webinaire que la SMEX organise en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting, représenté par Sissad Hmoumi que je salue. Nous nous retrouvons encore une fois avec notre expert de l'Afrique de l'Ouest, M. Philippe Cordier, donc, qui va traiter aujourd'hui le marché du Burkina et nous parler des opportunités d'affaires que nos entreprises exportatrices ou investisseurs peuvent saisir sur ce marché-là. Sans plus tarder, je passe la parole à Sissad Hmoumi pour modérer ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, merci Seb Hassan. Messieurs, dames, bonjour. Je vous remercie de participer à ce webinaire spécial Burkina Faso. Tout d'abord, mes remerciements à la SMEX pour cette organisation. Je salue Monsieur le Président, toute l'équipe, Monsieur Hassan, Monsieur Farhan, notre vice-présidente Madame Karkari Afrique, ainsi que toute l'équipe qui nous soutiennent pour l'organisation de ces webinaires. Aujourd'hui, c'est un webinaire un peu particulier. C'est un pays ami du Maroc qui souffre. D'ailleurs, comme vous le savez, l'actualité n'est pas réjouissante. On a même failli reporter le webinaire. Bon, on a décidé comme soutien au pays de le maintenir parce que nous avons un rôle en tant que business developer aussi d'essayer d'aider, d'apporter un peu la lumière sur ce qu'on peut faire dans ce pays. Enfin, et donc, nous-mêmes et les organisateurs, nous soutenons le peuple du Burkina et nous sommes vraiment très sensibles à ce qui se passe. Nous espérons que ça sera rapidement résolu et que le pays retrouvera le calme et tout le potentiel économique, social et culturel pour repartir de plus belle. Donc, comme d'habitude, nous avons Monsieur Philippe Cordier du cabinet CMO, que je remercie encore une fois. C'est Philippe est peut-être au sein de notre réseau international celui qui a le plus participé avec nous, avec je pense 8 pays. On va clôturer aujourd'hui avec Philippe le 8e pays de l'Afrique de l'Ouest qu'il couvre avec toute son équipe. Comme d'habitude, Philippe va présenter environ 40 à 45 minutes le climat des affaires de façon globale et bien sûr, surtout en zoomant sur les potentialités pour les entreprises marocaines de faire du business de développer les relations d'affaires avec le Burkina. À partir de ces 45 minutes, au cours de lesquelles vous pourrez interagir avec nous via le chat, c'est-à-dire n'hésitez pas dès le début à envoyer vos questions sur le chat. Monsieur Belhassan et moi-même, on va les gérer et on apportera les réponses à la fin de la séance. Donc, après cette première séance présentation, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous allez poser. Une petite précision, c'est que les questions qui seront trop pointues, parce que bon, comme vous savez, les cabinets de business développement j'en dirige un. Nous traitons un peu toutes les questions, mais bien sûr, il y a des questions un petit peu de niche et un peu très précises sur la fiscalité ou qui demandent du travail. Ces questions-là, je pense que Philippe ne pourra pas y répondre au pied levé, mais on pourra toujours après vous répondre avec disons, proposition de projet d'accompagnement. Donc, et on aura à peu près une vingtaine de minutes ou même une demi-heure de questions-réponses. Et à la fin de la séance, il y aura une possibilité pour ceux qui le souhaitent de témoigner, de prendre la parole. Enfin, il faut s'inscrire auprès de cette personne.
Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Philippe, en le remerciant encore une fois de participer avec nous, surtout avec cette conjoncture un peu préoccupante du Burkina. Merci Philippe et à toi. Bonjour à tous. Je remercie en premier lieu le président de la SMEX, bien sûr. Je profite aussi pour remercier la présidente du Comité Afrique, Madame Karkri, le directeur général, bien sûr, Sidi Bellarcel. Je tiens à remercier profondément mon ami, collègue Saad Amoumi, parce que c'est lui qui, au demeurant, m'a proposé d'animer ces webinaires, dont malheureusement, j'allais dire, la fin arrivera aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de rebondir et peut-être d'aborder des domaines peut-être un peu plus pointus, etc. J'ai eu de toute façon un grand plaisir à participer à ces sessions dans le cadre donc, des activités économiques du royaume vers l'Afrique subsaharienne, notamment dans le cadre de la mise en place de la ZECAF, bien évidemment. Alors, je voudrais, en préambule, ça a déjà été dit, je voudrais surtout m'incliner sur le drame, enfin, rappeler le drame, 160 personnes ont trouvé la mort dans le nord-est du pays, avec des exactions aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas eu de revendication précise. Donc c'est une zone un peu particulière qui est frontalière avec le Burkina, le Mali et le Niger. Voilà, 160 personnes, un peu plus de 160 personnes, y compris les femmes et les enfants, ont perdu la vie, et je tenais spécifiquement à m'incliner sur leur dépouille. Il se trouve qu'on a nous aussi des collègues qui sont sur place, puisque nous sommes présents sur les pays sur lesquels nous intervenons. Par chance, étant désaxés, nous n'avons pas eu à souffrir, si je puis dire, de ce malheur qui a touché notre pays, le Burkina. Voilà. Bon, maintenant l'idée, bien évidemment, c'est de parler d'économie, de parler surtout de la suite et de voir comment il est possible pour les investisseurs que vous êtes, que nous sommes, eh bien, de pouvoir venir faire des affaires dans notre beau pays donc, du Burkina Faso, pays particulier, puisque, comme vous le savez, les Burkinabés sont des hommes intègres. En tout cas, c'est l'appellation qui a été donnée après que le pays se soit appelé la Haute-Volta. Vous vous en rappelez peut-être pour certains d'entre vous. Donc le pays s'appelait avant la Haute-Volta. Et dans les années 80, j'ai pas la date spécifiquement en tête ici. Le pays a été rebaptisé Burkina Faso avec un mélange en fait de trois langues, des langues qui appartiennent à des ethnies locales, dans un objectif de cohésion. Et le Burkina, donc effectivement, Burkina, c'est l'intégrité. Donc voilà, c'est de ce point de vue-là, en tout cas, la patrie, on peut dire, donc, des hommes intègres. Voilà ce que je peux vous dire d'un point de vue purement historique. Alors, le plan, il est celui qui vous est présenté ici. Je vais rappeler, mais Saad Moumi l'a précisé, on délivre des informations, des données, certaines sur lesquelles on ne va pas s'appesantir parce qu'il y a beaucoup de chiffres. L'idée aussi, c'est de vous donner des caractéristiques précises sur ce qui se passe à différents niveaux, en termes de PIB, en termes d'importation et d'exportation, donnant la possibilité effectivement de mieux maîtriser cet environnement économique. Pour autant, l'idée dans le déroulement de ce webinaire, ce n'est pas de commenter les chiffres qui apparaissent ici. Voilà, c'est plutôt de dérouler une présentation. De toute façon, ce support, vous le retrouverez bien évidemment près de la SMEX et éventuellement sur notre site internet, donc, qui reste bien évidemment à votre entière disposition. Tous les supports que j'ai eu l'occasion de faire pour la SMEX sont également sur notre site internet, sur le blog. Voilà. Et
toutes les questions sont les bienvenues, toutes les participations sont effectivement bienvenues. Et comme l'a évoqué Saad Hamoumi, l'idée c'est peut-être d'en faire part à Abdelaziz Belharsem qui viendra ensuite organiser une séance de questions-réponses. Et je me propose donc d'évoquer tout de suite notre beau pays à travers donc, des chiffres et des contenus sur les 3 plus grosses villes qui sont les nôtres. Vous le savez tous, la capitale paraît distinctement, Ouagadougou. Alors, le pays est membre de diverses organisations internationales, bien sûr. On peut tout de suite remarquer, je n'ai pas de carte en fait. Mon équipe a peut-être fait une erreur, on n'a pas mis de carte spécifique. En réalité, ce pays, il est central dans cette zone qu'on appelle la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, puisque en fait, le Burkina est entouré donc par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et enfin le Togo. Donc, c'est un pays qui est entouré de divers pays dont la langue officielle est le français, quand bien même on retrouve d'innombrables ethnies. Et une des particularités du Burkina, c'est que ces ethnies sont véritablement positionnées. Il n'y a pas de spécificité régionale, si je puis dire. Voilà, les ethnies sont dispersées au sein du pays. Voilà. On en a une soixantaine, hein, je crois, une soixantaine d'ethnies, avec des démographies différentes, etc. Donc la religion principale, c'est la religion musulmane, environ 60%. Ensuite, des croyances traditionnelles, compris animistes, et enfin quelques parties des chrétiens, notamment des catholiques. D'un point de vue politique, donc notre président Marc Christian Caboret, qui a été élu en 2015, la prochaine élection présidentielle est en 2025. De ce point de vue-là, on peut dire qu'on a une certaine stabilité évidente, puisqu'on a encore devant nous 4 ans sous la gestion, sous la direction de notre président, qui verra donc effectivement remise en cause, entre guillemets, lors de l'élection présidentielle de 2025. Et depuis janvier 2019, notre Premier ministre est Christophe Joseph Marie Dabiel. Donc voilà pour la partie, j'allais dire, de préambule à ce webinaire. Des informations qui reviennent fréquemment dans le webinaire. On a de la TVA assez commune, hein. On a sur la région de 18%, c'est logique puisque on est dans la zone UMOA. Alors même si on est dans la zone UMOA, parfois il y a des petites différences, mais ce chiffre de 18%, c'est le chiffre qui revient plus fréquemment, c'est le chiffre logique dans notre pays. Vous avez donc des informations qui font référence au salaire minimum et au salaire, j'allais dire, d'un cadre moyen, sachant que bien évidemment les amplitudes sont relativement conséquentes. Donc il s'agit de données approximatives, si je puis dire. On a une taxation en amont, j'allais dire, relativement faible par rapport à la zone, comme vous pouvez le constater. On a fait l'avant-dernier séminaire, c'était la Guinée. On a constaté immédiatement une différence importante au point de vue de taxation. Pour le reste, sur la partie congés payés, durée légale du travail, globalement, on se situe dans les mêmes perspectives que ce que nous avons vu par ailleurs, tant au Sénégal qu'au Mali, etc. Donc, j'ai évoqué cette partie précédemment, donc je ne vais pas y revenir. Comme précédemment, notre économie a aussi son secteur dit informel, en tout cas une économie informelle, donc avec laquelle il faut bien évidemment conjuguer. Vous avez quelques données qui apparaissent ici, et par habitude, on sait également que c'est un environnement que généralement les Marocains connaissent d'une part et maîtrisent par ailleurs.
j'aime malgré tout à rappeler cette notion, puisque ça veut dire que dans le cadre, compte tenu de l'ampleur et de la répartition dans tous les secteurs de cette économie informelle, eh bien, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine dans lequel nous allons vous positionner, dans lequel vous allez investir ou vous positionner, eh bien, de toute façon, vous serez en relation avec une économie dite économie informelle, bien sûr. Voilà. Alors, comme d'habitude, un point Covid. Alors, le point n'est pas ce matin, je suis désolé. On a eu un petit problème d'Internet aujourd'hui qui s'est résolu il y a quelques minutes, heureusement pour nous tous. Voilà, donc, vous pouvez constater qu'on est sur un modèle de pandémie assez contenu, par chance, par rapport à d'autres pays sur la planète, y compris le Royaume, bien évidemment. Donc voilà, hier, quelles étaient les données. On a des mesures ont été prises très rapidement, comme ça a été le cas dans toute la sous-région. Donc au mois de mars, une première annonce gouvernementale a été faite pour dire qu'il y avait des cas recensés. Quelques jours plus tard, le nombre de cas ayant été élevé, il y a eu une mise en place de riposte et des mesures qui ont été prises, que vous voyez disposées ici, qui correspondent globalement à ce qui a été fait, encore une fois, dans la sous-région. Et on vient de recevoir, dans le cadre du plan COVAX, qui est un plan spécifique d'accompagnement international à la limitation de la pandémie, notamment à la prophylaxie pour guérir, en tout cas, limiter la pandémie. On a reçu 115 000 doses, dont l'une des premières a été, bien évidemment, comme c'est le cas, injectée à notre ministre de la Santé. Un plan de soutien à l'économie relativement conséquent, sur lequel le mois qui a suivi les premiers cas vient annoncer donc la mise en place d'un plan de financement. Donc ce fonds de relance économique qui s'appelait Free Covid, je vois qu'il y a une petite erreur, c'est pas Free avec 2 E, mais c'est Free avec un E. Une petite erreur de frappe collègue. Sous certains critères, bien évidemment, que vous pouvez constater ici. Alors, notre économie, elle a subi les contre-coups de cette crise, et les perspectives qui étaient envisagées par le FMI et d'autres organisations dont on prévoyait que l'année 2020 serait un petit peu supérieure à 6%, et bien malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas été le cas, et on y reviendra, je crois, dans un slide précédent. Donc, les PME, les PMI ont beaucoup souffert, mais malgré tout, j'aurais tenté de dire, nous subsistons bien évidemment dans cet environnement, comme ça a été le cas par ailleurs. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le point Covid. Pas grand-chose d'autre à vous dire. On n'a pas une grosse communication sur ce point, dans le sens où, comme vous avez pu le constater, on a aussi une certaine contenance à la pandémie. Voilà. Donc la partie, plus précisément, donc, des chiffres, vous voyez ici les données factuelles, donc de PIB. Donc on avait eu, après les années 2010-2011, on a eu une certaine augmentation de notre PIB jusqu'en 2018. Vous pouvez constater donc en 2018, on avait atteint un seuil extrêmement positif, avoisinant donc les 7%, un peu moins en 2019, et on a maintenu pour l'année 2020 une croissance positive, mais relativement faible, bien évidemment. Pour autant, selon l'intégralité des données qui sont à notre disposition aujourd'hui, locales, régionales et internationales à travers les FMI, le Banque mondiale et autres, on voit bien que l'impulsion est la reprise de la croissance donc, sur les années 2021 et 2022. Il s'agit bien évidemment de prévision. Il n'y a pas de chiffres
chiffre constant. Voilà à peu près ce qu'on peut se dire. Alors, la répartition maintenant des emplois par secteur, bien évidemment, comme c'est le cas un peu par ailleurs, l'agriculture a une proportion, on arrive à quasiment 25% de l'emploi par secteur, avec une valeur ajoutée relativement faible. L'industrie donc emploie environ un peu plus de 30% donc, du secteur pour une valeur ajoutée un peu supérieure à 20%. Et enfin, la plus grosse partie des emplois étant sur le tertiaire, donc sur la partie des services, avec une valeur ajoutée bien évidemment supérieure. Là, ce qu'on peut dire à ce moment sur ces indicateurs de croissance. Je passe au slide suivant. Donc, on a ici, dans le cadre, ces quelques données sur le cadre des investissements directs étrangers. L'idée étant effectivement de pouvoir envisager, certes, la partie des exportations concernant, voire des importations, mais aussi des prises de position directement dans notre pays. Et de ce point de vue, les investissements directs étrangers sont importants. Donc, vous avez les données qui sont apportées ici. On a, comme ça a été le cas précédemment, un index de responsabilité des managers qui reste extrêmement faible par rapport à ce qu'on trouve globalement ailleurs, que ce soit au niveau de l'Afrique subsaharienne ou dans les autres parties du monde. Vous voyez que l'indicateur donc, des flux entrants d'investissement directs étrangers sont venus un petit peu à la baisse. Vous voyez quand même qu'on a une grosse proportion entre 2017 et 2018. Je dois bien vous dire que j'ai demandé 3 fois à mon équipe de revisiter ce chiffre, tellement la proportion de croissance de l'année 2017 à 2018 est extrêmement importante. On n'a pas retrouvé d'informations qui viendraient nous contredire ce point-là. Voilà, donc on a des flux directs entrants, des flux d'investissement directs entrants, avec une petite baisse en 2019 et bien évidemment en 2020, mais ça n'apparaît pas. Et puis le stock ITE qui avoisine, donc puisqu'on est ici en milliards de dollars, 2664 milliards de dollars donc, de réaliser et déjà en stock sur notre pays. Puisqu'on est sur cette partie, peut-être quelques autres informations dans la partie des investissements. Comme on m'a demandé d'être moins plus précis dans le timing, peut-être pas l'appesantir sur le sujet. De toute façon, l'idée, c'est peut-être aussi d'avoir plus de questions et réponses. On peut peut-être immédiatement passer à la suite. Donc, ici, important, puisqu'il s'agit des produits qui sont échangés, exportés donc, depuis le Maroc, depuis le Burkina, ou entrant depuis vers le monde. C'est vers le monde entier. C'est pas encore. Tout à l'heure, on viendra sur la notion relation d'échange entre le Maroc et le Burkina. Ici, il s'agit en fait des produits qui sont échangés entre le Burkina et le monde entier. Donc, bien évidemment, on a un gros exportateur d'or, puisque ici, le minerai est extrêmement important. Il représente une grosse partie de nos activités. Le coton, là encore, on fait partie des plus gros exportateurs de coton d'Afrique subsaharienne. Et puis ensuite, le zinc, etc. On a un gros déficit constant de la balance commerce extérieur. Comme vous pouvez le constater, on importe beaucoup plus que nous exportons. C'est ce qui fait cette différence. Et malheureusement, dans les prévisions, cette tendance, en tout cas à court et moyen terme, ne semblerait pas se modifier. Et donc, on importe chez nous de l'huile de pétrole, des minéraux bitumineux pour notamment l'entretien de nos routes, du riz, les voitures de tourisme et autres véhicules. Du reste, je sais que le Maroc, de ce point de vue-là, on m'a appelé ce matin, on n'a rien à vous cacher, depuis le Maroc, pour des importations de voitures dans la sous-région, y compris en Burkina Faso, de l'énergie électrique,
des véhicules automobiles, j'ai déjà dit, mais aussi tout ce qui concerne les machines de manière plus générale. Voilà. Donc ça, c'est pour les produits qui sont échangés à l'international. Ici, quelques informations sur les services financiers. Donc, encore, c'est un slide qui est fréquent, que j'aime à vous présenter, parce qu'il est important pour les investisseurs de connaître le montant de l'inclusion financière notamment, mais de savoir si vous avez sur place des organismes bancaires avec lesquels vous pouvez avoir des fluidités dans vos échanges. Et là encore, comme c'est le cas, de ce point de vue-là, les groupes marocains sont présents dans la sous-région et ils sont présents également au Burkina Faso. Vous voyez que sur les 15 banques présentes chez nous, la Banque Atlantique est présente. Alors bien sûr, Banque Atlantique Burkina, Attijari Wafa Bank, donc la CBAO Burkina également, et la Banque of Africa Burkina également. Donc, on a encore un taux de bancarisation qui est relativement faible, même s'il est à rapporter au taux d'inclusion financière. Les efforts, de ce point de vue-là, constants sont menés par les autorités avec des objectifs ambitieux. L'idée, c'est effectivement de permettre à chacun de pouvoir rentrer dans le système bancaire, j'allais dire entre guillemets, plus traditionnel, même si vous constatez l'inclusion financière étant proche étant plus de 70%, on a une grosse différence entre ces 70% d'inclusion financière, donc en fait de gens qui utilisent des services financiers, et puis un taux de bancarisation qui est d'environ 22%. Toute la suite étant sur le mobile banking, etc., la microfinance, par exemple. Voilà. Alors, les informations qui m'ont été livrées hier donc, par mon équipe sur place, actuellement, les prêts, donc on a testé auprès de 3 banques, les prêts auprès des PME, PMI, le taux d'entrée c'est 7%, et ça peut aller jusqu'à 11 à 12%. Donc on reste dans des fourchettes de taux de prêt aux entreprises qui restent par rapport à la région acceptable, ça serait de porter un jugement, en tout cas qui reste assez compétitif par rapport à ce que nous pouvons trouver dans la région. Voilà quelles sont les informations les plus précises que je puisse vous apporter donc ici. Et je répète, comme je le fais à chaque fois, que l'intérêt pour les investisseurs marocains, bien évidemment, c'est de travailler depuis le Maroc avec les banques qui sont présentes dans l'Afrique subsaharienne. Et de ce point de vue, encore une fois, on peut vraiment féliciter le secteur bancaire du Royaume qui est présent dans toute la sous-région. Donc c'est un système financier dont il y a à peu près, je crois, 1 an et demi, les autorités étaient venues au Sénégal, parce que le Sénégal est un peu en avance, j'allais dire, sur la formalisation et sur la normalisation du secteur financier. Et donc il y a un vrai accompagnement, des diligences qui sont portées pour entourer et accompagner la croissance la croissance d'une part, mais aussi la normalisation du secteur bancaire localement. Alors, vous avez ici donc les données qui font référence au commerce international, avec des données sur l'import et l'export. On a eu déjà tout à l'heure précédemment les indicateurs de répartition par secteur. Maintenant, on a on voit que en ce qui concerne donc tant les importations que les exportations, on est en croissance linéaire. C'est un point positif. Tiens, vous aurez toutes les informations à votre disposition. Excusez-moi. Donc, on est certainement encore bien loin des chiffres que nous avions vus précédemment. On parlait que du moteur de l'UMOA, c'est-à-dire par exemple en Côte d'Ivoire, mais également au Sénégal et autres. De ce point de vue, Burkina Faso, un peu faible sur la région.
il en demeure pas moins vrai qu'on est dans une croissance permanente. Voilà. Donc, tout ce qui concerne les opérations d'import-export sont des opérations qui restent, j'allais dire, à adresser à l'international. Et de ce point de vue, on verra tout à l'heure que malheureusement, les investissements réalisés par les entrepreneurs marocains restent extrêmement faibles, toutes choses égales par ailleurs. Je veux dire par rapport aux autres pays avec lesquels on a fait déjà des webinaires par ailleurs, on voit bien ici que les données sont relativement faibles. En fait, Côte d'Ivoire, 46e marché d'exportation du Maroc et 122e marché d'importation du Maroc. Donc, messieurs et mesdames les investisseurs, beaucoup de choses à faire ce qui concerne le commerce avec notre beau pays, le Burkina Faso. Alors, puisqu'on est à cette étape aussi, et que précédemment, j'ai présenté le Burkina comme étant en fait entouré par 5 pays, vous voyez bien qu'il n'y a pas un accès direct à la mer. En revanche, on va trouver donc à l'ouest le Sénégal, au sud-est Abidjan, je parle bien évidemment des ports. On va retrouver aussi le port de Lomé, par exemple. Au Ghana, on va retrouver un port, ainsi qu'au Bénin avec le port de Cotonou. Et il se trouve que notre réseau routier est plutôt de bonne facture. Heureusement, certes. Mais notre réseau routier permet, à travers des réseaux bitumés, de pouvoir donc acheminer les produits jusqu'à ces différents ports en fonction ensuite des intérêts, des positionnements, enfin des situations géographiques dans lesquelles vous voulez soit importer, soit exporter vos marchandises du Bénin. Vous retrouverez donc des couloirs qui mènent jusqu'au Niger, qui mènent jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a même un projet pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan d'autoroute. Il y a une route bitumée qui existe, on est déjà plusieurs années. Il y a un projet d'autoroute pour aller jusqu'à Yamoussoukro, etc. Donc, notre réseau routier permet d'acheminer à l'entrée comme à la sortie les produits, des biens, donc jusqu'à ces différents ports, qu'il conviendra bien évidemment de challenger les uns avec les autres en termes d'analyse en préambule pour pouvoir faire le choix du port qui paraît le plus pertinent. Donc on a comme d'habitude, vous voyez là, les deux couleurs, hein, jaune, vert pardon, et bleu, montrent le delta qui existe très conséquent, comme c'est le cas entre les importations et les exportations, évidemment. Philippe, je pense que au-dessous du schéma, il y a marqué la Côte d'Ivoire. En fait, c'est le Burkina Faso, je pense. Hein, 46e marché. Petite coquille. Oui, c'est une coquille. Alors, oui, c'est une coquille, je confirme. Je suis désolé. Alors, ce ne sont pas les données de la Côte d'Ivoire, effectivement, Saad. C'est juste une coquille qui est due à un des membres de mon équipe, dont je prends la responsabilité et je m'en excuse auprès de vous. Non, pas de souci. Ce sont les bons chiffres. Donc, je ferai le nécessaire avant de vous renvoyer pour la mise en ligne de ce webinaire. Si vous me donnez 2 secondes pour éviter de... import-export. OK. Voilà. Merci, Saad. Alors, là, plus précisément, rentre dans la logique de l'importation et des exportations entre le Maroc et le Burkina. Donc, dans la partie la plus à gauche, je l'écran, ce sont les exportations, donc ce que vous exportez vers le Burkina, donc en vert. Au premier rang desquels il y a tout ce qui est fertilisant, les matériaux électriques et d'équipement, électronique, tout ce qui concerne le carton, les papiers et autres systèmes d'emballage, tout ce qui concerne les poissons, crustacés, mollusques, etc. Donc, voilà, tous les produits de la mer, mais qui sont des produits préparés, les produits de la mer préparés, tout ce qui est confectionné à base de sucre également. Ensuite, on y trouvera donc le fluide minéral, les huiles, tout ce qui permet de produire de la distillation
et puis ensuite les articles en argent et en fer, etc., jusqu'à la fin, donc les matériaux en plastique et réalisés à base de plastique. Voilà ce qui est exporté depuis le Maroc jusqu'à chez nous. Et de l'autre côté, donc ce qui sort du Bénin pour rentrer au Maroc dans des proportions bien, très restreintes, vous avez des produits à base de coton. On est un des plus gros exportateurs de coton, vous l'avez dit. Le cacao et tout ce qui est préparé à base de cacao, tout ce qui est à base de fruits. On verra que l'agriculture chez nous, là aussi, des perspectives d'investissement, par exemple, enfin, etc., etc. Vous aurez bien évidemment toutes ces données à pouvoir compulser pour pouvoir prendre des parts de marché compte tenu des chiffres précédents qui apparaissaient, comme vous avez pu le constater. Je n'ai pas eu l'outrecuidance de vous montrer la place du Maroc parce que vraiment, voilà, les investisseurs que vous êtes ne sont que très très peu présents. On a quand même de très belles sociétés qui sont présentes, mais c'est très faible, c'est très faible. Donc, beaucoup de choses à faire pour venir aider l'économie et faire du business donc, dans notre beau pays. Voilà. Alors, pour ce faire, eh bien, les deux pays tarissent pas en matière de coopération bilatérale, comme vous pouvez le constater. Alors, on est à plus de 150 accords, je crois, historiques, dont certains un peu plus récents. Donc, on a fait un tri. On a repris au moins 3 éléments qui nous paraissent importants. La protection des investissements, bien sûr, accord de non-double imposition, donc ça, important pour les investisseurs, et puis depuis très récemment, donc la suppression de visas pour le déplacement entre les deux pays, pour les ressortissants donc, des deux pays. Donc l'idée étant effectivement de faciliter les déplacements pour les investisseurs que vous êtes. Et là, un nom que j'ai vu ça, mon équipe m'a donné un chiffre qui correspond. Voilà, l'entrée, enfin, il y a à peu près 700 Burkinabés qui vivent au Maroc, et dans ces 700 Burkinabés, on trouve près de 500 étudiants. Donc on voit bien que le mouvement et cette coopération entre nos deux pays est une coopération effective. Et de ce point de vue, vraiment, je pense qu'on a beaucoup à faire pour que, d'un point de vue économique, il y ait un vrai dynamique qui soit renforcé au-delà des belles sociétés qui sont déjà présentes. On a noté par exemple Natel, donc là on est dans la Maroc Télécom, donc Natel et Maroc Télécom. On a noté aussi donc les banques, on en parlait tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le sujet. On a aussi des groupes marocains. Alors à Doha, direz-vous, il est présent dans toute la sous-région, mais il est bien présent. Ce qui fait partie de la Société des Ciments d'Afrique. Des sociétés très actives comme SAM Assurance. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore? On trouve des sociétés dans les canalisations et les conduites d'eau, une société qui s'appelle la SNCE, l'électrification à travers la société Fabrilec, construction de barrages dans les infrastructures, par exemple, avec la GTL, etc. Alors, on voit bien des grosses entreprises, c'est celles qu'on a le plus de facilité à challenger et à reconnaître, bien sûr, mais il y a effectivement des Marocains présents. Ce qu'il faut impérativement maintenant, messieurs et mesdames, c'est renforcer cette position. Et de ce point de vue, donc, les accords qui ont été pris entre nos deux pays, avec cette suppression de visa, devraient faciliter votre venue sur le pays, donc notre pays, donc des hommes intègres qu'il faut absolument adresser. Il faut absolument adresser le Burkina. On en a besoin. Vous voyez bien que la situation n'est pas facile. Alors, je voudrais aussi vous dire, je fais une aparté, mais important.
Euh, Quand on parle du Burkina, quand on parle du Mali, quand on parle du Niger par exemple, on a une vision immédiate d'insécurité. Euh, c'est bien logique, puisque les médias du monde entier focalisent leur attention sur les problèmes. Je voudrais vous rappeler, somme toute, que ces problèmes sont extrêmement circonstanciés, d'une part, et que, à ce jour en tout cas, je n'ai pas d'informations précises sur le fait que des investisseurs euh, qui viennent donc principalement à la capitale ou aller visiter des zones principales, il n'y a pas de danger en fait à venir mettre en place des activités économiques dans notre pays. Voilà. C'est important que je vous dise ça, me semble-t-il, parce que par ailleurs, quand on parle de nos pays, en tout cas ceux-là dont je viens de parler, on ne parle en général sur les réseaux sociaux et autres que des problèmes qui sont présentés. Il n'en est rien, ça existe. Ceci étant, les activités économiques sont présentes, les développements sont conséquents et il y a beaucoup de choses à faire. Et à n'en pas douter, le roi du Maroc renforce donc cette position, comme vous pouvez le constater, à travers donc, des accords bilatéraux. Alors, la partie, bien sûr, de la fiscalité, on l'avait vu sur les premiers slides, donne quelques informations complémentaires importantes. On n'a pas l'opportunité ici de décliner et de vous donner toutes les ficelles de la fiscalité, ce qui est complexe, mais plutôt de vous apporter de l'information globale, générale, vous permettant de mieux comprendre tout ça. Je rappellerai qu'entre l'impôt sur les sociétés et les retenues à la source que vous voyez ici, on n'atteint pas les 50%, on est à 47%. De notre région est relativement conséquent. Intéressant, pardon, excusez-moi. Donc, vous aurez sur ce document tous les loisirs de revenir sur les différentes rubriques des impôts. La particularité chez nous, c'est ce régime divisé en quatre domaines en fonction, notamment en fonction des données chiffrées et quantitatives, et notamment du montant de l'investissement. Vous voyez qu'on a quatre régimes qui font référence à des montants d'investissement et à des emplois. C'est notre méthodologie, c'est comme ça qu'est fondé notre code général des impôts. Il n'est pas plus complexe qu'ailleurs, il est spécifique ici, et là encore, vous aurez le loisir de pouvoir voir ces informations à votre disposition. Ce qui me paraît peut-être à ce moment-là plus intéressant, c'est de vous présenter plutôt quels sont les dispositifs incitatifs qui permettent de contourner, ou en tout cas de ne pas rester dans le cadre général que j'ai présenté sur le slide précédent. Donc, comme partout, on a le code général des impôts laisse la possibilité d'avoir des solutions donc, en matière d'investissement. Donc ici, on a deux rubriques. Vous voyez qu'on a repris les quatre régimes qui ont été montrés précédemment. Et on a de ce point de vue-là, donc, à l'investissement, des exonérations de TVA et des acquittements des droits de douane notamment, qui peuvent être intéressants. Mais on a également des facilités, ou en tout cas des possibilités fiscales attractives, notamment également sur l'exploitation, qui sont donc l'impôt sur le bénéfice pour la majeure partie. Vous aurez toutes ces informations à votre... Alors là, on fait partie dans le code des investissements, hein, bien sûr. Le code des investissements, c'est ce que vous avez sous les yeux. Alors, bien sûr, dans les dispositifs incitatifs, il y a toujours des exclusions. Et les exclusions ont été notées sur la partie qui est la plus à droite. Donc, ne peuvent pas bénéficier les entreprises donc, des activités commerciales et de négoce, les institutions bancaires et financières, les entreprises de télécom autres que celles qui font de la téléphonie qui sont agréées. Toutes les autres peuvent bénéficier donc, du code de l'investissement qui permet d'exonérer pour partie de la TVA et des droits de douane.
On n'a pas. Alors, il y a des projets, d'habitude, on a des rubriques qui font référence à des zones économiques spéciales. En l'occurrence, on a des projets de zones économiques spéciales. Il y a un très beau projet fondé sur une coopération entre 3 pays, y compris la Côte d'Ivoire, Bénin, et j'ai oublié quel était le troisième, le Niger, de mémoire. Oui, c'est ça, cette partie-là. Donc, c'est un projet qui reste d'actualité, mais qui n'a pas été abouti pour l'instant. Donc, je n'ai malheureusement pas de planche à vous présenter sur des zones d'activité spécifiques qui donc permettent d'activer une espèce de pépinière d'entreprise permettant de bénéficier sur place de tout un tas à la fois d'incitations, de services et autres. Donc, je n'ai pas cette possibilité. Ceci étant, il y a des projets, notamment ce beau projet en collaboration avec ces 3 pays. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon timing. Je pense que oui. Oui, Philippe, oui, ça va. Bien. Okay, on a encore une dizaine de minutes. Oui. Eh ben, on arrive donc sur ces dizaines de minutes à vous présenter les secteurs qui nous paraissent des secteurs étant des secteurs d'opportunité que j'ai présentés de cette manière. Bien évidemment, donc, au premier duquel le secteur agricole, j'ai évoqué le coton par exemple, mais aussi beaucoup de l'igname, la patate, le manioc, de terre, le maïs, le riz, le niébé, le fonio, etc., etc., etc. Donc, on a beaucoup de potentialités ici, encore énormément de terres inexploitées, et donc qui sont des terres cultivables, mais qui sont encore inexploitées, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire, et le gouvernement est très sensible à ces opportunités et crée autour de tout cela, là encore, des possibilités au niveau des facilités fiscales et autres. On ne s'est pas étendu sur le sujet, mais en général, les secteurs qui sont mis en avant par le gouvernement, le secteur agricole en est un, il y a à l'appui, à la clé, des facilités qui sont proposées. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de passer à l'agriculture intensive, bien sûr, constitutive de pôles de croissance, avec la volonté de pouvoir passer également à des systèmes de production. Une exportation est importante, elle est essentielle, permet de faire rentrer de la devise, certes, mais l'idée maintenant, comme c'est un peu le cas dans toute la sous-région, et y compris au Burkina, c'est aussi de passer maintenant à de l'agro-industriel. On a toute une déclinaison dans la chaîne de valeur, toute une déclinaison ensuite d'apports sur la chaîne de froid, par exemple, sur le stockage, sur tout ce qui va permettre de faire le conditionnement. Donc, je bascule un peu, vous comprenez, je bascule un peu en fait de l'agricole très présent, mais peut-être, avec un moindre intérêt pour les investisseurs que vous êtes, de venir directement exploiter les terres locales, quoique, mais évidemment, participer en tout cas à la chaîne de valeur. Donc, in fine, au niveau de l'industrie, il y a beaucoup de choses à faire. On était il y a quelques jours ici au Sénégal sur les rencontres Africa, par exemple. Je passe de l'Afrique, on est toujours en Afrique subsaharienne, donc Côte d'Ivoire, en zone du mémoire, pardon. Et de ce point de vue, toute la chaîne de valeur qui part donc des produits agricoles sur des domaines communautaires qui sont de plus en plus, puisque les exploitations peuvent être éventuellement conséquentes, en essayant maintenant de créer donc des zones spécifiques sur lesquelles il y a beaucoup de choses à apporter. En termes de matériel, en termes de sport, en termes de chaîne de froid, j'insiste sur cette notion-là. La chaîne de froid peut aussi être implémentée à partir de l'énergie, on le verra tout à l'heure, avec des systèmes énergétiques spécifiques. Il y a beaucoup de choses à monter. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. D'ailleurs, il y a déjà des gens des sociétés marocaines qui sont sur des développements dans l'énergie solaire, me semble-t-il, présent au Burkina. On va retrouver le secteur de l'élevage. Là encore, en ce sens, pas beaucoup de nouveautés en ce qui
ce qui nous concerne, puisque dans notre région, l'agriculture et l'élevage, c'est un poncif. Ici, encore une fois, l'idée, c'est plutôt dans la chaîne de valeur, en tout cas, ce qui est attendu dans la chaîne de valeur, c'est la construction d'abattoirs, notamment avec des abattoirs frigorifiques, et mettre en place des systèmes modernes de fermage pour sortir du seul projet agro-pastoral qui restera de toute façon présent, mais à côté d'élevage à haut rendement. Donc la transformation revient un peu à ce que je disais précédemment sur cette partie-là. On a aussi toute une notion d'irrigation qui est très importante. On l'a vu précédemment pour ce qu'on avait abordé au Mali, au Sénégal, en Guinée. Donc cette partie est très importante. J'ai eu des contacts, pour ne rien vous cacher, il y a 15 jours avec une société marocaine, justement dans l'irrigation de l'eau. Donc, il y a effectivement, de ce point de vue-là, il y a beaucoup, messieurs et mesdames, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'opportunités à saisir sur lesquelles le gouvernement, notre gouvernement, apporte tout son concours. On va retrouver également donc, le secteur de l'énergie, je l'évoquais précédemment, c'est encore une fois ici presque un poncif, mais c'est important. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a un gros projet, je sais plus je sais qu'il y a un très très gros projet qui est en train de se mettre en place, mais je me suis peut-être un peu avancé en disant que c'était des entrepreneurs marocains. Je me demande si ce n'est pas des entrepreneurs français. J'ai plus ça en tête. En tout cas, si ce sont des Français, vous devez impérativement venir prendre place dans notre beau pays. Je l'ai déjà dit précédemment. Il y a des liens importants que n'ont pas mes frères français. Donc, il convient effectivement de prendre cette position. Donc, moi, je suis extrêmement favorable à cette zone qui nous appartient, c'est la nôtre. La SDECAF, elle a cette ambition et de ce point de vue, le roi Mohamed VI a vraiment mis en œuvre tout son poids pour pouvoir développer, et je sais, pour parler souvent avec mon ami Saad Amoumi, avec mes amis de la SMEX également, tous les efforts qui sont consentis justement pour que le royaume ait toute sa place, une espèce de passerelle, je pourrais presque tenter de dire, entre notre Afrique subsaharienne et le reste du monde en quelque sorte. Mais je ne vais pas vous apprendre ce que vous savez bien mieux que moi, bien évidemment. Mais c'est très important. Voilà. Donc le secteur de l'énergie, vous aurez toutes ces données, bien évidemment, à votre disposition. Et puis nous, on est à votre entière disposition, bien sûr. Les mines et les carrières, là encore, c'est un poncif. Alors, nous avons rajouté en bas à gauche une petite encart évoquant notamment que le code minier chez nous permet effectivement d'avoir des exonérations éventuellement de TVA sur tous les biens qui sont importés, alors bien sûr avec des conditions qui ne conviennent pas d'être évoquées ici. Et donc, là encore, il y a des choses à faire. Alors, il y a des choses à faire peut-être, bien évidemment, sur les mines, mais le domaine minier est un domaine, entre guillemets, un peu réservé. Par contre, autour du domaine minier, il y a beaucoup de choses à faire. Et tous les investisseurs, tous les chefs d'entreprise qui interviennent dans ce secteur savent bien évidemment de quoi je parle. Donc, je ne vais pas là encore m'étendre trop sur le sujet. Vous avez les éléments par devers vous. Ensuite, on a des secteurs qui sont des secteurs à adresser, mais peut-être que conjoncturellement, je serais tenté de dire, je les ai présentés de cette manière. C'est vrai que le secteur de la santé dans notre zone est un secteur à adresser. Évidemment, on voit arriver des solutions e-santé. On voit aussi arriver des distributeurs. Ils ne viennent pas tous d'Europe, ils viennent aussi de Chine, sur du matériel médical, par exemple. Vous savez qu'on on peut presque appeler ça un désert médical. En revanche,
les gouvernements travaillent avec les financeurs multilatéraux pour amener auprès des populations donc des soins conséquents. On trouve aussi des développements qui font le lien entre le secteur de la santé, par exemple, et le secteur des nouvelles technologies. Il y a eu des essais qui ont été réalisés de livraison de médicaments avec des drones, par exemple, des drones qui sont pilotés. Voilà, ça, c'est des choses qui sont des développements éventuels pour nos zones. Alors, à la fois la population dense sur les zones urbaines, mais un peu délaissée, désertique, dans les zones dites zones paysannes, par exemple. Voilà. Le secteur de l'industrie, j'en ai parlé de manière transverse. Donc, vous avez par devers vous toutes les informations. Bien évidemment, le secteur de l'industrie peut intervenir dans l'agriculture, ou à tous les niveaux, ce que nous avons vu précédemment. Je voudrais attirer votre attention sur la formation. Vous voyez que, effectivement, je crois qu'on arrive à la fin des opportunités, effectivement. Je voudrais véritablement vous dire que la formation, dans notre zone plus qu'ailleurs, sans aucun doute, dans la chaîne de valeur, c'est extrêmement important. Donc, je ne l'ai pas noté en tant que tel ici. C'est vrai que au niveau gouvernemental, dans le projet, on ne met pas en avant la partie de la formation. En revanche, il y a une très grosse appétence de nos ressources humaines à augmenter leur niveau de compétence. Et de ce point de vue, tous les secteurs qui sont à adresser, je dis bien tous les secteurs qu'on a vus précédemment, c'est des secteurs sur lesquels j'ai tendance à dire à toutes les personnes qui font appel à nous et que nous accompagnons dans nos régions, et bien évidemment au Burkina comme c'est le cas ailleurs, dans votre projet, même si c'est simplement d'utiliser des réseaux de distribution, il faut impérativement penser à son continu, les acteurs. C'est extrêmement important. Pour pouvoir apporter un service que vous souhaitez qu'il soit à votre. Même si c'est du B2B, en ce qui vous concerne, c'est important que votre réseau sur place capacité de délivrer de l'information, de délivrer les produits, vous souhaitez qu'ils soient délivrés. Donc, pour ce faire, aussi investir l'information, pas spécifiquement en ce qui concerne le Burkina, par exemple, d'ouvrir des écoles de commerce, mais en revanche, c'est la capacité d'informer, éventuellement de faire venir les équipes dans vos locaux, de vraiment les faire monter en compétences. Donc la formation continue, le succès dans toutes les opportunités que vous pourrez mettre en œuvre, qu'elles soient de type complexe, industriel et autres, mais même en termes de réseau de distribution, on sait, parce qu'on accompagne beaucoup de mise en place de réseaux de distribution avec mon ami Saad, on sait qu'il est important de pouvoir également faire avancer les ressources humaines et pas simplement utiliser des commerciaux pour pouvoir vendre des produits. Ce n'est pas suffisant. Donc, la formation, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, il faut investir dans la formation pour nos ressources locales. Je peux éventuellement, ça, si tu le veux bien, peut-être laisser la place aux questions tout en faisant avancer peut-être nos slides pour donner aussi quelques informations sur nos activités, si tu le veux bien. Oui, tout à fait. Donc, voilà, bon, merci Philippe. Je rappelle que Philippe couvre la partie Afrique de l'Ouest. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que l'équipe a été renforcée donc, par de nouveaux entrants, ce qui va donner beaucoup plus de poids à cette entreprise régionale sur laquelle on compte beaucoup.
Philippe, bon, on termine aujourd'hui en beauté avec le Burkina Faso, même si la conjoncture n'est pas florissante. Enfin, on soutient ce pays ami. Je te remercie pour cette présentation. Je pense que à nouveau, on a vu qu'il y a énormément d'opportunités pour les entreprises marocaines. Le Maroc a une très très bonne image et une relation avec le Burkina, qui est un pays ami. Et ça date pas d'aujourd'hui. En fait, je sais que depuis toujours, moi j'ai vu que ce soit notre roi actuel, son père, enfin, il y a toujours eu une très très forte proximité, et notamment avec certains pays, et le Burkina Faso, ainsi que le Sénégal, Mali en fait partie. Donc, ça, c'est un avantage clair pour les entreprises marocaines que n'ont pas nos amis français ou autres qui, enfin, comme tous les pays, bien sûr, qui ont des relations avec l'Afrique, ils essaient de se positionner. C'est le continent qui attire le plus de monde. Les Chinois sont là, les Turcs, enfin, tout le monde veut sa part du gâteau. Mais disons que nos entreprises marocaines ont un avantage image, un avantage compétitif, de positionnement géographique, religieux, culturel. Enfin, on a beaucoup d'avantages à mettre en avant et qui pourraient être autant d'opportunités. Je ne rappellerai pas tous les secteurs que tu as évoqués, mais pour les entreprises marocaines, et je lis ça avec les questions, parce qu'on a eu des questions sur le secteur IT. Je pense que tu as clairement dit qu'il y avait de vraies opportunités. On a une autre question qui a été posée sur le secteur du cuir. Un des participants a demandé est-ce qu'il y a une industrie du cuir locale? Si oui, quel degré d'importance? Et un autre participant a posé une question sur les transports, l'axe routier, je pense qu'il parlait surtout de ça, parce que ou aérien est-il bien développé? Et comme tu l'as présenté, l'axe maritime, comme c'est enclavé, ça doit forcément passer par un des pays limitrophes. Donc voilà les trois questions qu'on a reçues. Et puis, donc moi, ce que j'allais dire en complément à ce qu'a dit Philippe, c'est que ce qu'on voit à travers les webinaires que nous organisons, c'est l'intérêt pour ces pays, mais en même temps, disons, l'inquiétude des entreprises d'y aller, d'autant plus avec maintenant la situation sanitaire. Mais ce que je rappelle encore une fois, c'est que ceux qui réussissent n'attendent pas l'ouverture, c'est-à-dire ils peuvent justement s'appuyer sur des cabinets comme le nôtre, enfin comme les nôtres, hein, donc de business developers, soit nous ou d'autres. C'est-à-dire il faut s'appuyer sur des gens sur place pour commencer vos projets. Enfin, n'attendez pas que la situation, enfin les lignes aériennes reprennent et tous les salons soient mis en place. Ça passe mieux quand vous avez un partenaire local qui va vous faire le travail, d'autant plus que dans les pays comme le Burkina Faso, en général en Afrique, il faut être quand même accompagné. Ça facilite beaucoup plus le développement des affaires. Donc, je te passe la parole, Philippe. Et surtout pour ces trois questions, je rappelle le cuir, l'axe routier et les opportunités en nouvelles technologies, ce qui est IT. Ok, merci Saad de me donner la parole et merci aux participants de poser les questions. Alors, je vais un peu être. Pour nous, on est franchise, on répond toujours sur les éléments qu'on maîtrise. Je n'ai pas de données principales là, au moment où je vous parle, sur le quiz. Je le note. Un peu de temps pour promet de répondre à travers le mail. Mail à nous, tout le monde. Quelques données sur tout honnêteté, je n'ai pas beaucoup ici. Je cherchais dans les notes que m'ont donné mes collaborateurs. Personnellement, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas. Et je ne vois pas de données sur le cuir. Donc, plutôt que de vous dire des bêtises, parce que, alors, de manière, bien évidemment, le contenu de Chetel, nous bénéficions du cuir est présent. Maintenant, je n'ai pas de données précises, donner des informations suffisantes. J'y répondrai, et tout le monde aura fait, parce que le mail sera envoyé à tout le monde. Sur la partie, ce que j'ai oublié de vous dire, qui est important, direct,
Casa Ouaga depuis plusieurs années sous la. Allô, Philippe, il y a des Oui, coupures, il y a des coupures. Je me demande si c'est pas la bande passante. Peut-être si on enlève les vidéos, ça permettra peut-être, ça coupe, hein, donc ça. alors je peux couper la vidéo si vous voulez. Regarde si ça, voilà, on regarde si ça passe mieux. Là, vas-y. Philippe, tu nous entends? Oui, Allô? est-ce que c'est mieux? Est-ce que Ouais. c'est mieux que ça? Là, ça va, oui, oui, ça coupe pas pour l'instant. Vas-y. Ok, donc j'ai coupé la vidéo. Donc je disais, effectivement, concerne les transports. Donc première chose déjà, Casa, Ouaga. Hum. Donc il y a une ligne Casa Ouaga. Donc, on peut remercier les deux gouvernements d'avoir travaillé en ce sens. Je n'avais pas donné cette information tout à l'heure, d'où l'importance des questions. Maintenant, sur les transports, je l'ai évoqué, c'est un pays, moi j'aime pas beaucoup la terminologie enclavé, pourtant il s'agit bien de cela, hein. Puisqu'il est entouré en tout cas de tout pays et que nous n'avons pas la possibilité de manière maritime de débarquer au Burkina. Tous les pays sont des alliés et je le répète, nous avons des axes routiers qui permettent de traverser même jusqu'au Mali. En traversant une partie du Niger, on peut arriver jusqu'au Mali. Et ce sont des routes qui sont empruntables de manière, j'allais dire, avec une certaine facilité. Les routes, de ce fait, les routes sont bien entretenues chez nous, plus ou moins bien. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. L'autre question, c'est sur la partie IT. Alors C'est ça, ça, oui. là c'est vague. J'ai pas de. C'est vague. En Ce que fait, je peux la dire, personne a demandé s'il y avait des opportunités, parce que je suppose qu'il est lui-même dans les nouvelles technologies de l'information. Et je pense que tu l'as cité sur la slide en disant qu'il y a des opportunités, hein. Donc, alors je je peux pense que. revenir dessus. Je peux vous dire, par exemple, attendez, je peux revenir dessus. Pour effectivement, voilà. Donc Voilà, effectivement, voilà, TIC. Voilà. vous l'avez sous les yeux. Ce que je peux Ouais, faire, tout à fait. comme je le fais à chaque fois, enfin comme nous le faisons à chaque fois, on a fait une recherche sur les différents éléments. Et ce qu'on trouve dans la catégorie des appels d'offres et autres, dans l'information et communication, on a près de 30 000 demandes en instance. 30 000 demandes sur le secteur de l'information et de la communication. Honnêtement, depuis qu'on fait ces webinaires, Saad, je Mhm. n'avais jamais eu ces chiffres aussi importants en matière d'appel d'offres, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a fait tous les pays quasiment. Là, on est dans des données qui sont sur l'information et la communication, donc les nouvelles technologies, y compris les nouvelles technologies de la communication. Il y a effectivement une demande relativement forte à adresser. Si je regarde la notion des services, donc le secteur du tertiaire, j'arrive quasiment à 70 000 euh, spécifications non adressées encore à ce jour. Donc, des dossiers qui sont éventuellement à adresser. On voit bien, avec les chiffres que je viens de vous donner, on voit bien quelle est la demande. Parce qu'en fait, là, je parle de la demande. Voilà. Maintenant, je ne voudrais pas encore ici, comme tu l'as précisé, ça, je ne pourrais pas apporter d'informations spécifiques. Je ne suis pas spécifiquement, moi, sur ce secteur. Ce que je sais, c'est que, en revanche, s'il y avait des demandes spécifiques à adresser, eh bien, il faudrait dans ce cas-là soit nous adresser par l'intermédiaire de la SMEX, par l'intermédiaire de SAAD, cabinet, donc Harvard Consulting ou nous-mêmes, eh bien, nous demander une question spécifique auquel on se fera un plaisir de répondre. Voilà. Tout à fait. En fait, tu avais parlé un peu tout à l'heure justement de l'implantation de Maroc Télécom, déjà, qui certainement collabore sur la fibre optique. Sur la partie monétique, on a des acteurs très importants au Maroc. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous. En tout cas, c'est, comme tu as dit, les nouvelles technologies de l'information, c'est assez vaste et on sera à la disposition de notre participant pour répondre avec plus de précision. Alors, la dernière question que j'ai reçue, ça concerne le secteur des produits de la mer.
L'intervenant nous demande est-ce que, bon, ça c'est un peu pointu, quels sont les poissons qui sont consommés au Burkina? Je ne sais pas si tu as une idée. Est-ce qu'il y a, Euh, est-ce qu'il y a des importations, je suppose, un intérêt, etc. Importation. Ok. Les espèces de poissons consommées le plus dans ce pays. Ce sont les... Bah, dès qu'on va rapprocher, je vais appeler mon équipe. Ouais, Leur demander d'accord. quels sont les poissons qu'ils consomment. Je m'y rends parfois, mais encore une fois, plutôt que de vous donner des réponses approximatives, je préfère sur le sujet vous apporter une réponse spécifique. Et comme j'ai du personnel sur place, enfin, nous avons pardon, du personnel sur place, j'aurai une réponse spécifique à vous donner. Voilà. D'accord. Je viens de recevoir une question d'un grand cabinet connu au Maroc qui s'appelle Novec. Et la personne demande, en fait, ils sont dans tout ce qui est ingénierie, études et conseils. Donc, ils font surtout pour les gros projets. La personne nous pose la question, le marché est-il favorable? Il pose la question sur l'environnement, le paiement, enfin, de façon assez vaste, sur le Burkina Faso. Voilà, pour des cabinets comme ça, de tout ce qui est. Elle travaille sur des grands projets, études et conseils. Alors, les grands projets, encore, si je reviens à ma rubrique précédente, par exemple, dans la construction, on avoisine les 120 000 demandes. Vous voyez, je reviens à mon système que j'évoquais tout à l'heure, SAAD, Mhm. sur tout ce qui concerne les constructions, l'énergie, l'environnement. Si je cumule tout ça, j'arrive à 120, 130, ouais, carrément, environ 140 000 projets. Mhm. On cherche des consultants et autres pour pouvoir répondre à ces demandes. Donc, on a une forte demande. On a une forte demande. Alors, on peut légitimement dire qu'on a une forte demande parce que l'offre reste frileuse, si je peux me permettre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, et je réinsiste sur le sujet, il n'y a pas la guerre au Burkina, il n'y a Mhm. pas la guerre au Mali, il y a des exactions, il y a des problèmes, on est tous au courant, mais les populations vivent normalement. Moi, j'ai tous les jours, quasiment, mais en tout cas, depuis les exactions qu'il y a au Burkina, j'ai eu mon équipe tous les jours, notre responsable tous les jours au téléphone. Je suis plus, moi, ici, affolé pour eux, inquiet pour eux, que eux ne le sont pour eux-mêmes hein, et pour leur famille. Ouais, ils m'ont dit, bah non, il faut arrêter, c'est une zone spécifique. De toute façon, cette zone, c'est une zone dangereuse, on le sait. Depuis 2015, l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, bref, la quasi-totalité des ambassades, effectivement, dit, attention, faites attention si vous voulez, si vous devez vous déplacer, etc., etc. Donc, il y a une certaine alerte, si je puis dire. Mais encore une fois, il y a une alerte, mais il y a des gens qui vivent, il n'y a pas la guerre, et il y a des zones sur lesquelles il faut être vigilant, sur lesquelles Mhm. il convient, lorsqu'on doit se déplacer auprès de son ambassade, notamment, et des services même consulaires, vous avez l'appui qu'il convient. Je sais que quand on se déplace dans des zones un peu tendues, bien les différentes missions économiques, notamment, mettent à disposition des véhicules, etc., etc. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, comme toujours. Mais voilà, donc il y a des choses à faire. Donc, il faut adresser les demandes. Si j'ai autant de demandes non résolues, enfin, en tout cas en instance au Burkina, c'est que la demande l'offre n'est pas en face de la demande. D'accord. Et ça, c'est pas entendable. Surtout Donc, pour nous autres Africains, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, si vous n'êtes pas choqués par mon propos. Par nous autres Africains, nous autres musulmans, on doit intervenir sur ces zones qui sont effectivement des zones en pleine croissance. Je vous rappelle que les perspectives, donc l'importation et l'exportation, on est en croissance permanente depuis plusieurs années. Et puis, sur les indicateurs d'investissement direct étranger, on est en croissance. Et puis sur les indicateurs de PIB,
hormis cette parenthèse pandémique, on est sur une courbe croissante. Donc, il faut se positionner. Et nous, on est là pour vous aider, en tout cas. On est là pour vous aider. Merci Philippe. J'ai une autre question sur la construction métallique, mais ça va dans le même sens que ce que tu as déjà dit. Je pense que pour tous les participants, je vous remercie d'ailleurs, beaucoup nous ont encouragé, félicité pour ces webinaires, donc je vous remercie de vive voix. Je pense, comme a dit Philippe, c'est un pays encore parce que pour toute la région Afrique de l'Ouest, c'était un peu le cas. Peut-être que pour le Burkina Faso, il est moins connu pour les Marocains que le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, un peu moins, mais ça veut dire qu'il y a énormément d'opportunités. Ça a été présenté dans tous les secteurs, que ce soit la santé, l'industrie, la formation, la construction, les secteurs des mines où on a de vrais fleurons au niveau Maroc, avec l'OCP et autres. Donc il y a de vraies opportunités. Le besoin, parce que beaucoup d'entreprises, nous vivons ça tous les jours avec Philippe en tant que business développeur, s'inquiètent parce qu'habituellement, ils prenaient leur valise, prenaient l'avion, allaient sur place, sur des salons. Bon, ce n'est plus possible, mais il faut savoir que beaucoup de pays, enfin nous sommes dans des réseaux internationaux, continuent à travailler, mais justement en s'appuyant sur des experts locaux. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'on ne peut pas aller sur place rencontrer. Appuyez-vous sur les gens sur place, demandez, en fait, faites des due diligence, demandez ce qu'il faut, demandez par des juristes quand il s'agit d'éléments juridiques ou fiscaux, mais à partir de là, vous pouvez continuer à faire des affaires et vous positionner pendant ces périodes difficiles, parce que lorsque la conjoncture sera meilleure, les lignes aériennes ouvertes tout le monde va venir. Les Marocains ne vont pas être seuls. Il y aura tout le monde est à l'affût, que ce soit surtout des pays où des appuis à l'international comme la Turquie ou autres sont beaucoup plus importants que ce que nous avons au niveau Maroc. Il y a des pays qui vraiment sont très agressifs et qui n'attendent que d'avoir disons, le champ de tir pour venir se développer dans la sous-région. Donc, il ne faut pas négliger la France, Saad. La France, à travers sa structure BPI France, par exemple, qui finance maintenant, finance soit en amont depuis la France pour fournir des entreprises, mais aussi maintenant qui fournit aussi de la trésorerie aux entreprises locales pour payer les fournisseurs qui seraient en France. Il y a une vraie volonté là, de la France de reprendre position, si je puis dire, qu'elle a perdue depuis la fin de son triste époque coloniale. Enfin bref, c'est un autre sujet. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de monde sur le sujet. Et moi, je pense que, pour aller dans ton sens, le Maroc a un atout essentiel pour adresser les demandes aujourd'hui. Donc, il faut mettre en face des offres. Et on est là pour vous aider. Une question qui vient d'arriver par rapport aux opportunités qui se présentent. Un participant ou une participante demande comment peut-on y accéder. Je pense que c'est assez vaste aussi. Je te laisse la main, Philippe. Quelqu'un dit on connaît peu le Burkina Faso. Pour faire de la veille pour les opportunités qui se présentent, comment peut-on accéder à au type d'information, les opportunités d'affaires? Saad, est-ce qu'on peut prendre encore une question en direct? Il y a une dame qui a levé la main. Bien sûr. Madame Maria Soubaï. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous remercie tous de votre participation. J'ai écouté M. Philippe et M. Saad qui vient de formuler, parce que je viens de formuler ma question en écrit. Comment accéder à ces opportunités et comment prendre connaissance tout d'abord de ces opportunités, parce qu'on connaît peu de Burkina Faso, comme vous l'avez dit, c'est vrai. C'est ça qui a été ma question. Nous, on collabore dans le secteur de la construction métallique, charpente métallique, la construction et la fabrication des citernes de stockage d'hydrocarbures, d'eau, de gaz et tout ça. Vous venez juste de formuler ma question, je vous remercie. J'attends la réponse, M. Philippe. Merci.
Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, euh, je vais, la réponse, elle pourrait être longue et j'ai pas le temps. Euh, en réalité, je pense que venir dans un pays étranger qui se trouve à 3000, 4000, 2500 kilomètres, on peut pas simplement, excusez-moi l'expression, vous ne voyez vraiment pas d'inconvenance de ma part. Je prends beaucoup de formules avant, parce qu'en fait, ma réponse, elle va être assez claire. On ne peut pas simplement saisir une opportunité, chère madame. Ça me paraît vraiment très, 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 très difficile. On ne peut pas difficilement, si vous voulez, si je peux me permettre cette expression, prendre son sac et venir signer un contrat comme ça dans un pays étranger, loin de chez soi. Déjà, pays frontalier, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Saad Hamoumi l'a dit, vous allez devoir vous adapter à des modes de, de business qui sont différents. Vous allez tomber sur des problématiques qui sont des problématiques d'ordre juridique, des problématiques d'ordre fiscal. Enfin bref, donc vous avez en fait tout un environnement qui est spécifique au pays sur lequel vous voulez adresser. Donc, si je peux me permettre, et je vais le faire parce que vous nous avez posé la question, je dirais que si effectivement, dans votre processus, vous envisagez, pour des raisons que vous percevez des opportunités à saisir, on le répète, hein, il y en a, il conviendrait éventuellement au préalable eh bien d'essayer de regarder éventuellement comment vous pourriez justement adresser ces demandes. Puisque demandes, il y a des demandes, il y en a. De l'offre, voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment maintenant je peux offrir quelque chose en rapport avec cette demande. Euh, il faut regarder ça. Et la réponse la plus honnête que je puisse vous faire, c'est de dire, voyez avec mon ami Saad Hamoumi, il aura au moins un regard pertinent déjà sur votre entreprise, les possibilités qui sont offertes, ensuite faire un rapprochement avec le pays et d'essayer de mieux comprendre la manière dont ça sera possible d'être réalisé. Les entreprises qui sont déjà présentes à l'international, hormis peut-être la première phase qui se trouve être la phase d'export, ce qu'on appelle l'export direct, et encore, il convient d'avoir au préalable un peu analysé la situation et de voir dans quelle mesure vous allez pouvoir répondre précisément aux demandes. C'est un peu compliqué, c'est un peu complexe. Peut-être ça, tu veux dire des choses plus simples. En fait, pour répondre à cette dame, je pense que enfin, l'objet et l'objectif de ces webinaires, c'est de donner, c'est un peu un teaser, donner un petit peu le climat des affaires, la culture des affaires, enfin, de façon générale. On ne peut pas, bien sûr, zoomer sur les secteurs, c'est impossible pour différentes raisons. C'est que nous-mêmes, en tant que, je parle expert pays, moi je travaille sur le Maroc, nous ne pouvons pas connaître tout par secteur, mais nous sommes amenés à travailler par secteur pour des projets ponctuels. Donc, ce qu'il faut, ce que je conseillerais, parce que bon, Philippe a montré, et c'est ce que j'ai vu à travers sa présentation, les immenses opportunités offertes par le Burkina. Quand on parle du secteur de la construction, quand on parle des projets qui n'arrivent pas à trouver d'offres. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de potentiel. Maintenant, ce qu'on fait généralement, lorsqu'il y a un projet identifié, c'est que nous, en tant qu'experts, on va zoomer. C'est-à-dire, Philippe, par exemple, si vous lui dites, nous voulons savoir quels sont les acteurs dans la construction métallique, pour enfin, ça peut être pour les hydrocarbures ou pour ceci ou cela, il va mettre en place une équipe qui va travailler pour vous donner une image aussi claire que possible de vos potentialités sur le marché burkinabé. Mais ça veut dire que ça va donner lieu à un travail qui va prendre une semaine, 15 jours, je ne sais pas ça sera à Philippe et à ses équipes de vous répondre, mais qui va vous donner une idée claire. Mais de façon
comme ça, comment dire, général, je pense qu'il y a énormément d'opportunités telles que ça a été présenté et dans différents domaines. Voilà. Donc, si vous avez un projet, essayez de zoomer à travers une étude, ce qu'on appelle un market scan, une étude de marché, et pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire et quelle est la façon la plus optimale d'entrer sur le marché. Est-ce que c'est à travers un partenaire local? Est-ce que c'est à travers une filiale? Enfin, etc., etc. Ça, c'est nos métiers, mais on doit le faire avec du temps, avec des équipes dédiées à la mission. Voilà. Je ne sais pas, Philippe, si tu as d'autres éléments à rajouter par rapport à ça, ou si on donne la parole à un autre intervenant qui a levé la main. Monsieur Sebel Hssen? Allô? J'ai une autre personne qui a Oui. demandé la parole, Monsieur Mustafa Chahid. À Allô? vous la parole. Oui, Alors, bonjour à vous. bonjour, monsieur Sasa. Oui, Merci merci. beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question concernant le développement informatique. Si vous voulez, ma question est divisée sur deux. Premièrement, développement informatique au niveau des applications qui gèrent les banques, les opérations entre les banques, etc. Et aussi, deuxième question au niveau digitalisation industrielle, parce que vous connaissez, tout le monde connaît le quatrième, révolution industrielle 4.0. Est-ce qu'il y a des opportunités au niveau industriel, c'est-à-dire comment on peut intégrer l'industrie au Burkina Faso si on veut améliorer l'industrie, ou bien si vous voulez de participer à le Burkina Faso. Merci. Merci. Ma réponse, là, pour le coup, elle peut être un peu plus précise. L'industrie burkinabé, elle est exsangue. Donc, je dirais que c'est sans doute pas le sujet. Les banques, je l'ai présenté, il y a 15 banques, des grandes banques, des grands groupes, y compris les banques marocaines. Mais l'industrie, je ne pense pas que ce soit le sujet de l'industrie. En toute honnêteté, je ne suis pas un spécialiste. Bon, chez moi, j'ai un spécialiste, je peux vous montrer. J'ai un ancien. Mais dans nos activités, il est là, hop, Medoun Diop. Voilà, il a travaillé pendant 20 ans au bureau Veritas. Il a été directeur du département industrie et infrastructure. Donc, lui, il a une très très bonne connaissance dans toute la sous-région. Et dans nos activités sur cette partie industrielle, en toute honnêteté, on n'est pas très, il n'y a pas beaucoup de demandes concernant. En fait, pourquoi il n'y a pas beaucoup de demandes? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie. Voilà. Donc, on est vraiment en termes de chaîne de valeur, il y a encore beaucoup à faire, si je peux me permettre. Donc, c'est une réponse un peu générale et pas très spécifique, j'en conviens, mais je pense qu'elle est convenable. Je pense que ma réponse est convenable. Maintenant, sur la partie bancaire, là, que vous devez connaître de toute façon par ailleurs, parce que les banques, qu'elles soient au Maroc ou bien qu'elles soient dans la sous-région, bon, les systèmes bancaires, ils se ressemblent. Donc, si vous avez déjà vous-même des banques clientes au Maroc, je pense qu'il y a une capacité de reproduction assez identique. Nous, on avait été on avait été approché, excusez-moi, il y a quelques mois par un de vos collègues sur la partie IT qui commerce déjà beaucoup avec les banques locales. Notamment, c'était spécifiquement pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà. On n'a pas donné suite, enfin, ils n'ont pas donné suite à notre démarche, mais voilà. La partie industrielle, je dirais qu'en Afrique de l'Ouest, et plus précisément au sein de l'UMOA, dans ce cas-là, si vous voulez investir, ou en tout cas vous investir pour, pour rentrer sur ce secteur, je vous conseillerais immédiatement plutôt d'aller en Côte d'Ivoire, pour cette partie spécifique. Sans connaître ni vos produits, ni bien sûr avec toute la réserve qu'il convient en la matière. Mais pour le Burkina Faso, tu as bien, je pense que dans ce que tu as présenté, il y avait un vrai intérêt pour la monétique, qui est donc des applications pour le banking. Je suppose qu'il y a d'autres applications aussi. Donc, il doit y avoir de vraies demandes pour le secteur bancaire au Burkina Faso, hein, déjà. Tout à fait.
C'est Belhassan, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui… Alors, j'ai une autre personne donc, qui demande la parole, M. Abdallah Hajjad. Monsieur Abdallah Hajjad. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Merci pour cette réunion. Je voulais savoir dans le sens du trafic pour question tout ce qui est logistique, pour par exemple le tracking des transports et tout ça, marchandises. Est-ce qu'il y a aussi des intérêts aussi? Alors là, votre question est extrêmement spécifique sur un domaine précis. En toute franchise, je ne vais pas me lancer sur une réponse que je ne maîtriserai pas beaucoup. Ça me demanderait. Alors, on a la réponse en interne, hein, avec mes équipes, on peut avoir cette réponse, je pense. Vous parlez en fait de tracking. Donc, en fait, le tracking, c'est la situation de ma marchandise à partir du moment où elle a quitté mes stocks, mon lieu de stockage, jusqu'à temps qu'elle soit livrée chez mon client, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. En toute honnêteté, cher monsieur, j'ai malheureusement pas cette question. Je suis pas équipé là, en l'occurrence, pour vous donner cette réponse. Maintenant, ce qu'on peut largement, alors le tracking déjà, c'est un domaine particulier. Il y a dans la sous-région, il y a de plus en plus de projets qui sont développés localement. Vous savez qu'il y a il y a une jeunesse débordante chez nous, la population locale, y compris au Burkina, hein, dans toute la sous-région, on a une population qui se développe de manière exponentielle. Donc on se retrouve également avec des jeunes qui sont formés, dont une grosse partie pour les Burkinabés au Maroc, et donc qui maîtrisent les rouages, j'allais dire, et qui veulent travailler sur ces modèles, parce que ce sont des modèles de développement qui, en tout cas, pour ce que j'en connais, il se trouve que j'ai pas mal bossé pour eux dans la sous-région, ce genre de start-up et autres. Donc, des gens qui travaillent d'arrache-pied et qui développent de nombreux projets. Donc, par exemple, dans la sous-région, aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets qui sont en capacité de faire cette notion de tracking. Maintenant, en termes de développement entrepreneurial, il y en a très peu en réalité. Ce sont souvent des projets qui sont développés, qui ne trouvent pas de financement et qui donc finalement, même si le projet est intéressant, parce qu'il permet de résoudre une partie des problèmes, il n'y a pas la capacité à le développer d'un point de vue industriel. Donc, c'est important. Ce que je peux vous dire également, c'est que votre raisonnement est un raisonnement évident, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font de l'exportation, notamment à travers la planète, et qui voient arriver, notamment au Bénin, qui en plus n'est pas directement un accès par le port, essayent d'obtenir des informations sur l'avancement de la livraison de leurs marchandises. Mais alors là, c'est très général ce que je vous dis. Donc, il y a deux choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur ces problématiques. Il y a peu de dossiers qui, in fine, sont aboutis et donc qui permettent de développer ensuite des vraies solutions utilisées par des grandes compagnies. Ça, c'est la première réponse que je peux vous faire. Pour la deuxième, jusqu'au port, je ne vous apprends rien, vous connaissez ça aussi bien que moi, au niveau des conteneurs et autres. Maintenant, c'est quand ça quitte le port. On a vu par exemple des projets, et ça existe un peu partout, mais ça ne s'adresse pas spécifiquement aux professionnels, mais plutôt à la population. Vous avez du tracking qui est fait à travers le téléphone. C'est-à-dire que, et ça existe partout sauf au Sénégal. Tous les pays là, dans la sous-région, Mali, etc., y compris au Burkina, vous avez une solution. Bon, je ne me rappelle plus le nom, en toute franchise, mais je sais qu'au Sénégal, ça n'a pas fonctionné. Vous avez un tracking à travers le téléphone. Donc, tous les opérateurs sont joignables de manière instantanée
au téléphone, et ils sont même en train de travailler sur la localisation, la géolocalisation à travers les puces, etc., etc. Donc, il y a plein de projets en la matière. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets qui sont suffisamment costauds pour rentrer dans le cadre de votre question, c'est-à-dire d'un point de vue structuré, adressant des services de livraison formels? Je n'ai pas la réponse immédiatement, mais il y a beaucoup à faire là-dessus, j'en suis sûr. Je ne prends pas beaucoup de risques à vous dire que c'est un sujet. Je prends pas beaucoup de risques à vous dire que c'est un sujet d'actualité et intéressant à développer. Merci Philippe. Sib Hssen, est-ce qu'il y a une dernière ou deux dernières questions? Non, pour le moment, non. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. Merci. Je tiens à remercier tous les participants donc, pour leur participation. Je remercie Philippe donc, pour son exposé, pour sa patience aussi avec nous tout au long des différents webinaires qu'il a animés. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de développer d'autres webinaires, sinon peut-être d'autres séminaires en présentiel si le contexte sanitaire le permettrait donc, prochainement. Je remercie Sissad Hmoumi, bien entendu, pour la qualité de la modération, donc pour sa mobilisation à nos côtés donc, durant tous les webinaires qu'on organise en partenariat avec son cabinet. Et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire sur les Émirats arabes unis le 23 juin. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et je vous redonne la parole, c'est Saad, c'est Monsieur Cordier pour le mot de la fin. Merci, Sib Hssen. Donc, avant de conclure, je passe la parole à Philippe, que je remercie pour tous ces webinaires qu'il a tenus avec nous. On termine la série aujourd'hui, mais comme a dit Sib Hssen, ça nous donnait envie de le voir physiquement. Il viendra certainement. Moi, je suis optimiste. Je pense que peut-être déjà à partir du mois de septembre, déjà à partir de juillet, nous au Maroc, les lignes aériennes seront ouvertes apparemment. Hein, et donc au mois de septembre, certainement qu'on pourra revenir à la normale. Et on programmera avec M. Cordier peut-être des séminaires sur place, sur la sous-région, peut-être plus ciblés, plus sur des secteurs qui intéressent le Maroc de façon plus importante, comme l'agroalimentaire, le pharmaceutique, les nouvelles technologies. Enfin, on verra, ça sera organisé avec la SMEX. Donc à toi la parole, Philippe, en te remerciant. C'est moi qui vous remercie, mais un merci très chaleureux. Merci de m'avoir accompagné, parce que en fait, malgré tout, vous m'avez accompagné pendant ces longs mois. J'aurais grand plaisir à vous voir dans votre superbe pays que j'adore. J'ai déjà eu l'occasion de visiter et j'adore Rabat. Enfin bon, bref, voilà. J'aurais vraiment beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à rencontrer aussi les entrepreneurs marocains avec lesquels j'ai beaucoup d'échanges depuis ces séminaires, des questions, des échanges. Voilà, on voit bien qu'il y a une appétence pour l'Afrique, pour notre coin d'Afrique, cette Afrique de l'Ouest. Et moi, vraiment, j'engage tout un chacun à prendre possession en fait, de cette opportunité qui est fixée. La SLECAF existe, le Maroc a pris sa place à l'intérieur de cette zone, de ce continent, qui est le plus grand continent aujourd'hui, enfin 54 pays qui sont réunis, c'est exceptionnel. Et comme le disait Saad, il ne faut pas attendre, il faut vraiment se positionner. Et pour se positionner, c'est vrai qu'on dit en français qu'on prêche pour sa paroisse. Il est clair que nous, on prêche pour notre capacité à vous accompagner, mais moi, je fais ça depuis 1997. Ça doit faire ça aussi depuis très, très nombreuses années. Je veux dire, on voit beaucoup de chefs d'entreprise tenter des choses, venir commencer à faire des choses. Ça se prépare, en fait. Tout doit être préparé. Plus on est préparé à l'action, et plus l'action sera efficace. Plus on a compris le contexte dans lequel on va devoir le faire, et plus ça semble efficace.
plus la réponse ne sera pas, comme je l'ai fait jusqu'à présent, générale, mais spécifique. Si on sait, par exemple, qu'on a 500 acteurs qui peuvent éventuellement vous être intéressants pour les différents sujets que vous avez évoqués avec nous, je sais pas, je vais prendre le dernier là pour le tracking. Il y a sans doute aujourd'hui au Burkina, il va bien y avoir au moins une centaine d'opérateurs qui peuvent être éventuellement intéressés. Mais en fait, la centaine des opérateurs n'est pas intéressante. Dans ces 100, il y en a peut-être 3 ou 4 qui correspondent à des critères spécifiques, qui correspondent à vos propres critères. Et ça, les critères, c'est vous qui les connaissez. La manière dont vous voulez faire des affaires, c'est vous qui savez comment vous voulez faire vos affaires. Et ce qu'il faut, c'est trouver en face les interlocuteurs avec lesquels vous allez pouvoir faire ces affaires. Et ça, c'est notre savoir-faire depuis de nombreuses années. Un gros réseau auquel on appartient, qui s'appelle l'OSCI, par exemple. On est plus de 150 autour de la planète. On a réalisé des chiffres d'affaires importants, plus de 20 milliards sur les... On a permis de faire 150 milliards sur les 3 dernières années grâce à nos opérations. C'est parce que justement, on affine, on prépare, on met en œuvre tout ce qui va vous permettre à vous de faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire faire du business. Voilà. Nous, on n'est pas là pour faire du business, mais on est là pour préparer votre business et on le fait, j'allais dire, avec passion, depuis de nombreuses années, avec cette rigueur qui convient pour que, in fine, vous puissiez faire vos opérations dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'aurai grand plaisir à vous retrouver si je suis invité, et je l'espère bien, au Maroc, bien évidemment. Mais j'aurai aussi grand plaisir à vous accueillir dans nos contrées, dans les 8 pays sur lesquels nous sommes présents. En tout cas, je remercie tout le monde et évidemment le président, Madame Karkri, la présidente du comité Afrique, Sidé Bellersem, bien sûr, qui a été une grande patience et d'un bon conseil, et puis mon confrère et ami Saad. Je te remercie, Philippe. Avant de clôturer, bon, j'ai pris note de un chat d'un intervenant qui a donné une bonne idée, c'est-à-dire qu'il a dit que même si on passait en présentiel, c'est-à-dire avec Philippe notamment avec nous, ça serait bien de garder cette formule à distance, parce qu'il y a des gens qui sont sur d'autres villes. Donc on prend note, je pense que la SMEX a pris note de cette suggestion intéressante. Donc, moi, en complément à ce qu'a dit Philippe, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, par exemple, quand vous voulez vous faire soigner, et nous tous, pour nous, nos familles, il y a 2 façons de faire. Il y a ceux qui vont voir d'abord le médecin et ceux qui vont directement à la pharmacie demander un médicament, parce qu'on a entendu parler. Donc, faire du business développement à l'international, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire soit s'appuyer sur des experts. Et nous, notre rôle, c'est pas connaître, comme disait Philippe, vos secteurs. C'est vous qui les connaissez. On ne peut pas avoir une baguette magique et connaître les nouvelles technologies, le textile. Enfin, on n'est pas expert dans tous les domaines. Notre rôle, c'est un rôle de facilitateur. Et c'est en ça c'est ce qu'on vous apporte. C'est ce que, bien sûr, le médecin, quand vous allez le voir, il ne connaît pas votre rythme de vie, mais vous lui dites ce que, et lui, il vous accompagne. C'est un facilitateur et souvent, les guérisons viennent à travers plus ce mode opératoire que en allant à la pharmacie donner le nom d'un médicament. Donc, on est des facilitateurs. Il ne faut pas hésiter, surtout dans les pays difficiles, comme ce qui est le cas du Burkina Faso, d'autant plus s'il y a une guerre ou des zones d'incertitude, mais de s'appuyer sur des gens sur place qui vont faciliter, qui vont prendre en main votre projet et vous donner une photo à un temps T par rapport à la concurrence, par rapport à votre marché et vos chances de succès. Mais bien sûr, après, c'est vous qui faites ou vous ne faites pas. Nous, on vous donne tous les éléments, on vous prépare. On est un peu des project managers qui vont vous donner tous les éléments pour succéder dans vos projets. Donc, je tiens à vous remercier tous et toutes et tous de votre participation et vous donne rendez-vous. Remercier bien sûr Philippe pour tous les efforts qu'il a fait. Il restera bien sûr avec nous, partenaire du développement avec la zone Afrique de l'Ouest et dans le cadre de la SDECAF, bien sûr, qui est si cher au Maroc, qui est signataire de cette zone de libre-échange. Et je remercie la SMEX. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les Émirats arabes unis avec Jean-Pierre Labrie, qui est aussi
expert non seulement des Émirats, mais de toute la région. En fait, il va jusqu'en Égypte, Arabie Saoudite, etc. C'est quelqu'un de très expérimenté, vous le verrez. Je dirais autant que Philippe, hein, ils sont tous les deux experts pays avec une connaissance parfaite, beaucoup de références. Donc, je vous remercie de votre participation et on se tient à votre disposition pour répondre à vos mails, à vos téléphones, à vos projets et en essayant de vous faire réussir un maximum, Inch'Allah. Merci et bonne soirée à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.